Alors bonjour Diego Arrabal et merci de nous recevoir pour ce 42e mai du livre qui a pour thème, vous le savez, l'éloge de la rencontre, hein. Donc nous faisons la rencontre avec un auteur ou de polar ou de roman policier ou de roman noir, un peu à la manière du mouvement littéraire américain qui a renouvelé le genre. Alors, comment vous situez-vous dans tous ces romans? J'en ai compté à peu près 9 ou 10. Alice doit mourir, Rouge sang, Jour de colère, L'énigme de la rue des Brises, À quoi rêvent les chats lorsque le printemps tarde, Le meilleur d'entre vous, N'y voyez rien de personnel dont nous en avons parlé, et le dernier, Le principe des trois singes. Voilà. Voilà. Merci de m'inviter. Je vous reçois dans un bureau où je travaille d'habitude, où j'écris d'habitude. Donc voilà, vous voyez un peu aussi Oui. mon univers, un peu spartiate parce que c'est blanc, mais il y a aussi plein de bouquins partout. Et puis c'est le Donc voilà, confinement. je vous reçois chez moi. Alors, comment est-ce qu'on peut situer ce que j'écris? Moi, je parle plutôt de romans policiers, dans le sens où, pour moi, il y a une dimension de roman, une dimension littéraire, et je tiens beaucoup à cette dimension littéraire, même si je n'ai pas la prétention d'être un écrivain de romans blancs, hein, de littérature blanche, mais je tiens quand même à ce que à l'intérieur même des, euh, des différentes déclinaisons autour du polar, puisqu'il y a le roman noir, le roman policier, etc., etc. Je tiens quand même à cette dénomination de roman parce que il me semble qu'il y a une dimension littéraire qu'il ne faut pas laisser de côté, donc que j'essaye de remplir, pas toujours avec réussite, hein, je le confesse, il me reste encore beaucoup de choses à faire, mais je tiens à cette dimension-là littéraire et pas uniquement à la dimension polar. Alors, distinction chez moi entre polar, roman policier et roman noir. Ben, disons que pour moi, le roman policier est un roman d'enquête. Et celui dont nous allons parler aujourd'hui, N'y voyez rien de personnel, est plutôt un roman noir, il est plutôt un thriller dans le sens où c'est une mise en suspense à la fois du lecteur, mais aussi de l'intrigue, ou du moins des deux intrigues, ça on en parlera tout à l'heure, puisqu'à l'intérieur du roman, de ce roman-là, deux intrigues fonctionnent alternativement jusqu'à D'accord. ce qu'elles se font. D'accord. On va y revenir là. Sur Quand je vous lis, je pense, sans faire de comparaison, idiote, à l'objectif qu'a toujours visé Simenon, c'est-à-dire peindre un milieu et Oui, tout à fait. ouais, et je trouve que, il y a un voisinage là, heu, aussi sur le fait de peindre un deuxième rideau de personnages. Tous les personnages existent. Oui. Alors, la difficulté dans un roman, je l'ai vécu au début quand j'ai commencé à écrire, c'est de mettre en scène des personnages. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de simplement poser des noms et puis des actions. Encore faut-il que derrière ces actions et derrière ces noms se construise quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie et donc d'une réalité des personnages. Donc je m'efforce au maximum de donner cette réalité euh, de façon à ce que le lecteur puisse parfois s'identifier à tel ou tel personnage, ou que du moins il ait l'impression qu'il est en train de lire une histoire qui est vraie. Euh, dans le sens où la littérature, elle a quand même comme fonction de redire la vérité du monde d'une façon plus simple et moins complexe que la vraie réalité à laquelle nous sommes confrontés. C'est un programme, hein. Oui, tout à fait. Voilà, alors dans N'y voyez rien de personnel, c'est un titre énigmatique.
que on explique, surtout, vers la fin, et il commence très fort, «Quand vous lirez ces pages, je serai mort» et donc l'auteur présumé, heu, c'est lui qui raconte, son cheminement qui est compliqué et assez dramatique. Alors, l'idée, c'était d'avoir 2 narrateurs. Oui, On a, un 1er narrateur qui est, qui raconte une histoire, dans le mode subjectif. Et d'ailleurs, il le dit très rapidement, je veux rester, inconnu. Je veux que ma véritable identité reste, secrète et donc, ne vous attendez pas à ce que je fasse sale sur ma vie. Je garderai des choses que je ne dirai pas. Il met tout de suite en place le contrat en tant que narrateur. Et à côté de cela, un peu plus tard, vous avez un deuxième narrateur qui, lui, là, est un narrateur entre guillemets objectif, c'est-à-dire oui, c'est oui, ce qu'écrit l'auteur, mais qui est un narrateur aussi. Ce deuxième narrateur qui, lui, va raconter une deuxième histoire en parallèle avec avec l'histoire que raconte ce personnage qui d'entrée de jeu euh, explique au lecteur que il a décidé d'arrêter son métier. Bon, on dira 2 mots tout à l'heure de oui, son métier. oui, Il a décidé d'arrêter son métier et pour ce faire, il a décidé de se suicider. Mais avant, il s'interroge sur ce qui l'a amené à réaliser ce métier bien particulier qui est son métier et qui est celui d'être un tueur à gages. voilà. Alors je pense qu'il faut bien, définir, pour les auditeurs le statut de ce personnage. Ce n'est pas un assassin, ordinaire, ce n'est pas un caïd, ce n'est pas un séide, mais un tueur professionnel, un tueur à gages et il agit sans état d'âme, sans la moindre haine. Il ne veut pas écrire ses mémoires, il n'a pas de repentir, mais j'ai l'impression qu'il veut faire le point pour, rencontrer l'homme qu'il a été vraiment et qu'il ignore peut-être. Oui, la question de ce premier récit, de cette narration-là, euh, elle serait de est-ce que je me connais et d'essayer de répondre au commandement si fort de Socrate, connais-toi toi-même. Et arriver à ce qu'il décide être le goût de sa vie, puisqu'il n'est pas si vieux que ça, il a la cinquantaine au moment où se passe le roman, euh, tout d'un coup, au moment de quitter la scène, au sens propre du terme, il se pose la question de savoir pourquoi il en est arrivé là. En d'autres termes, qui suis-je? Moi qui ai été celui qui a donné la mort, toujours sans la moindre animosité, sans le moindre état d'âme, hein, Oui, quoique, on pourra peut-être en rediscuter. Mais qui suis-je donc et comment en suis-je arrivé à devenir ce bourreau non officiel? En fait, il se voit un peu comme avec le même rôle qu'avait par exemple Daibler ou qu'avait la famille Daibler, parce que c'était les bourreaux de père en fils, hein, le dernier bourreau de Paris, ou Samson qui était le bourreau durant la période révolutionnaire. Donc il se pose la question et il se pose lui, non pas, je dirais comme un malfrat, comme un séide, etc. Il se pose comme celui qui exécute une sentence sans qu'il ait à contester ou à juger le bien fondé de cette sentence. On a décidé qu'un tel devait mourir, et tout mon travail, c'est de faire que cette personne meure de la façon la plus propre possible, et que ça ne soit qu'elle qui soit en cause. C'est-à-dire voilà. qu'il a une certaine éthique, ce bourreau. Oui, on parlait d'une certaine éthique. Heu, alors justement, à mon avis, ce roman noir s'élargit, magnifiquement sur, une étude humaine
donc est littéraire. Donc, il essaie de casser cette carapace qui s'est construite. Il dit: «Je n'étais plus qu'un corps coupé de sa conscience», hein. Mmh. Et pour exercer ce métier terrible, dans l'anonymat, il s'est dépersonnalisé et c'est là son drame. Mmh. Alors il s'est dépersonnalisé, heu et en même temps, il est en rupture d'identité. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement, il se refuse à dire au lecteur qui il est en termes d'identité, c'est-à-dire, je suis né de telle personne et cetera, c'est-à-dire ma filiation. Il se refuse à cette question de la filiation et en même temps, on découvrira au fil du roman qu'en fait, c'est un personnage gigogne. C'est-à-dire que, son identité, elle va être multiple et elle va s'imbriquer dans des identités antérieures et dans des choix qu'il fait d'identité, puisqu'à un moment donné, dans sa vie, il a son identité originelle et donc son début de vie avec un passage qui fait qu'il devient tireur d'élite. Hein, donc, sans trop déflorer le sujet, mais il devient tireur d'élite. Mercenaire en Afrique, Puis ensuite mercenaire en Afrique. Hein, voilà. mais je veux dire, à chaque fois, il est sur des identités qui ne sont pas son identité originelle, qui serait son identité de filiation, ce que moi j'appelle l'identité de filiation. Il est le fils d'eux, Oui. il est dans une famille, etc., etc. Il a été porté mort aussi. Oui, mais c'est pas, je veux dire, c'est un choix qu'il fait à ce moment-là. Oui, Il fait un choix de mourir à son identité antérieure voilà. Pour pour renaître, pour pour renaître oui, avec une autre identité et pour renaître à une autre vie et malgré tout, son autre vie va rester celle qu'il avait, voilà. puisqu'il va rester tueur à gages. Donc il accepte un dernier contrat, bien sûr, Oui, et alors là, ce qui est jouissif dans la lecture qu'on peut faire, c'est l'affrontement avec la police, qui est une véritable traque. Et pour exécuter la victime, il pense comme les policiers, pour faire mieux et pour mieux le déjouer, cette mmh, traque. Heu et alors je pensais que, pour écrire ce roman, il a fallu que l'auteur, Diego Arrabal, devienne un peu détective pour cheminer dans ce dédale très compliqué de la proie et du prédateur. et du prédateur, oui. Alors oui, il a fallu que je devienne, un enquêteur. Alors ce qui est intéressant, moi ce qui m'intéressait aussi, heu, c'est ce jeu de miroir Voilà. entre les 2 personnages, entre d'un côté Monsieur René, puisque c'est le nom, officiel de notre tueur, qui n'est pas son nom de filiation, c'est le nom qu'il porte dans le roman, ou du moins qu'il prétend porter, hein. Il se fait appeler Monsieur René, on n'en saura pas plus. Et ce Monsieur René, heu, eh bien, il est dans une situation souvent dans les romans noirs, souvent dans les films noirs, lorsqu'il y a comme ça des tueurs en série, etc., on voit bien qu'un travail important des policiers est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui sous-tend l'acte du tueur. Et ici, nous sommes dans cette mise en miroir, c'est que le tueur, qui est quelqu'un de très méticuleux, qui a échappé à la police pendant plus de 20 ans, et non seulement échappé parce qu'on le cherchait, mais il a échappé parce qu'on ne le cherchait pas. Oui, mais Alors c'est ça qui lui est extraordinaire. Tout voilà, simplement parce que il est dans cette optique d'essayer de se mettre dans la tête des policiers pour, commettre ces crimes et ne pas être touchable. C'est-à-dire les faire disparaître. Le crime est commis, mais il n'y a pas de criminel. Ou du moins, il n'y a pas de trace du criminel. Mis à part qu'il a oublié quelque chose d'important, mais ça, on le laissera puisque c'est, oui, c'est oui, à oui, partir de là que démarrera la traque. voilà.
mais lui ne connaît pas la raison qu'il a de tuer. Mais elle existe quelque part. Et c'est encore l'énigme qui s'ajoute. Et je relève quand même qu'il navigue dans un milieu qui connaît fort bien les conflits d'intérêts. Mmh. C'est-à-dire que dans le fonctionnement normal d'un tueur à gages, bon, il le dit, il le précise, Monsieur René le précise à un moment donné, il y a 3 grandes catégories de tueurs à gages. Il y a les porte-flingues, hein, ce qu'il appelle les porte-flingues, et où il dit, nous, dans notre confrérie, hein, parce qu'en fait, c'est quasiment une confrérie, les tueurs à gages, nous, dans notre confrérie, on les considère avec mépris, puisque ce sont des mecs vulgaires qui défouraillent et tuent sans aucune considération pour ce qu'il y a autour, et qui sont tellement bêtes qu'ils se font prendre, hein, et qui font tomber leur employeur. Et puis, il y a les 2 autres catégories de tueurs à gages. Il y a les institutionnels, parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a des tueurs à gages institutionnels, des gens qui sont chargés par les pouvoirs publics en secret, de façon détournée, d'éliminer un certain nombre de cibles. Alors aujourd'hui, on en entend parler, c'est les snipers, c'est les groupes de commandos, etc., qui vont éliminer tel ou tel chef d'un réseau terroriste. Ça, ce sont des tueurs à gages officiels qui sont payés par l'État et qui, j'allais dire, ont leur propre communauté et qui se connaissent entre eux. Ils sont peut-être 200, 300 en tout au niveau mondial. Et puis, lui, il dit, et puis il y a l'autre catégorie, c'est-à-dire des tueurs non institutionnels et qui fonctionnent comme les institutionnels, c'est-à-dire avec cette volonté de ne pas faire de dommages collatéraux, etc., etc. On vise une personne et c'est la personne elle seule qui sera touchée. Il le dit d'ailleurs à un moment, je me refuse à utiliser la bombe, je me refuse à utiliser les explosifs parce que on ne sait jamais qui c'est qu'on peut toucher. C'est-à-dire qu'il a je dirais, cette éthique de quelqu'un qui se restreint à la mission qu'on lui a donnée et uniquement à la mission qu'on lui a donnée. Et donc lui, il va essayer, pour pouvoir survivre, de rester dans l'idée et d'essayer d'être dans la tête des policiers. Comme les policiers en retour essayent d'être dans sa tête. Et donc on a ce jeu de miroir entre les deux côtés de l'action, puisqu'on aura d'un côté l'action racontée par Monsieur René, tellement on va accepter ce dernier contrat, un petit peu, je dirais, comment dirais-je, pour une dernière dose d'adrénaline, on va dire ça comme ça, et qui va là le combler complètement, parce que c'est pas la dose d'adrénaline qu'il a l'habitude de faire quand il monte un contrat, mais une dose d'adrénaline encore au-dessus, puisque là, il n'est plus à devoir éliminer une proie, mais il est à devoir éliminer une proie à l'intérieur d'une souricière. On sent que dans ce jeu de pistes terrible, vous vous êtes beaucoup amusé. Ah, ça a été très jouissif à écrire. Ça a été très jouissif à écrire. Parce que c'est un jeu. C'est à la fois un jeu d'écrire et de raconter cela, mais c'est aussi un jeu de construire l'ensemble du château de cartes qui à tout moment peut s'effondrer. C'est pour ça que j'utilise le terme de château de cartes. On ne construit pas quelque chose j'allais dire, de définitif, on construit quelque chose de très très fragile, et à chaque instant, quand on pose un élément supplémentaire, on est là à retenir sa respiration en se disant j'espère que tout ne va pas s'effondrer. Et en même temps, avec cet amusement, vous prenez une distance avec beaucoup d'humour avec le genre lui-même. Oui, Et ce n'est pas rien. oui, oui, oui. C'est-à-dire que
alors je sais pas, je sais pas si c'est vraiment de l'humour ou si c'est l'ironie. Oui, Euh, voilà, ouais, c'est c'est, plus juste. c'est, euh, je pense que ce qui transparaît, c'est un peu d'ironie parce que, comme disait Mahalar, l'ironie est la politesse du désespoir. Et là, on sent bien que il va mourir. Et donc, alors, est-ce qu'il y a un désespoir chez lui? Moi, je crois que oui, malgré tout, même s'il ne le laisse pas trop transparaître. Mais son ironie, elle est tournée vis-à-vis de lui, elle est tournée vis-à-vis de tout ce qui est construit, et que parce que justement, il a décidé de mourir, il envoie la fragilité et je dirais le côté euh, inutile en fait. Tout ce que j'ai En construit n'a servi à rien. Voilà. En même temps, c'est un sacré démontage, du fonctionnement de la société quand même, qui a besoin Oui, de ce type de personnage. tout à fait. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était la double dimension. Il y a une dimension personnelle et individuelle chez, je dirais, les deux protagonistes principaux, hein, Monsieur René d'un côté, le tueur à gages, et puis chargé de le poursuivre, et les autres policiers qui travaillent avec, policiers ou pas, il y a un documentaliste, il y a un certain nombre de personnages comme ça qui fonctionnent autour. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la dimension personnelle de ces personnages-là, mais c'est que ces personnages n'agissent que dans un contexte particulier, qui est un contexte social, politique, euh, qui est un contexte sociétal aussi, et qui Oui, renvoie, j'allais dire, dans une partie du livre à ce qui a construit Monsieur René, notamment la guerre d'Algérie, puisqu'il est tireur d'élite pendant la guerre d'Algérie, que revenu à la situation civile, il est complètement perdu dans une société qui a totalement tourné la page et ne s'intéresse plus à ceux qui ont euh, fait un certain nombre de choses plus ou moins horribles en son nom, et que tout d'un coup il se trouve en décalage, et que la seule façon de s'en sortir, c'est de repartir, et là il devient mercenaire en Afrique, et il repart pour la même chose, c'est-à-dire sniper, quoi. Et il y a cette dimension-là, c'est-à-dire du fait que la société, comme vous le disiez très bien, elle a besoin de personnages comme ça. Elle a besoin de ces tueurs, parce que ces tueurs-là sont ceux qui lui permettent de mettre en route, ou du moins de maintenir une certaine image, ou de maintenir un certain état des choses. Et on va le retrouver vers la fin, lorsque dans la traque, ça ne sera plus une traque simplement policière, mais ça va devenir une affaire d'État, puisque euh, le passage de son dernier contrat, qui est à la barbe des policiers, on va rentrer dans une affaire d'État, puisque nous sommes en 1986, changement de majorité, retour aux affaires d'un ministre de l'Intérieur qui était hautement haut en couleur, mais aussi un sacré fournisseur de coups fourrés, et qui va là mettre en place un coup fourré dans lequel Monsieur René va devoir à la fois euh, remplir sa mission, mais peut-être quitter ce qui était sa raison d'être, c'est le fait de ne pas tuer de gens pour des raisons personnelles. Et là, voilà. Il a tout peut-être revoir son éthique qui était celle de n'y voyez rien de personnel dans mon acte. voilà, et il veut, commettre son acte, mais en faire une œuvre d'art. Parce que Parfait. vous parlez tout à l'heure d'éthique, mais il met beaucoup d'attention à faire que ce crime soit, entre guillemets, «propre». Oui, oui, oui. Oui, C'est quand même il y a cette paradoxal. dimension. Oui, il y a cette dimension de. Il y a cette dimension d'œuvre d'art. Vous avez raison de le souligner. C'est-à-dire, en fait,
à un moment donné, je ne sais pas s'il le dit, mais en fait, c'était dans ma pensée au moment où j'écrivais. Monsieur René est un artiste. Non. C'est un artiste du crime, mais c'est un artiste. Euh, et il fait comme un artiste. Il va peaufiner pour que l'œuvre soit, j'allais dire, totale, quoi. Que ça soit une œuvre achevée et qu'à chaque fois, chacun de ces crimes, chacun des contrats qu'il a effectués sont des contrats artistiques. Il Pas est de un bavure. artiste, Pas de pas de bavure. bavure, le plus propre possible. À un moment donné, dans le récit, il est amené à éliminer un témoin gênant, c'est une femme. Il raconte d'ailleurs qu'il a beaucoup de difficultés à remplir les contrats dans lesquels il doit tuer des femmes, mais il explique pas trop pourquoi. Mais bon, il dit avoir cette difficulté-là, mais que quand il le fait, ben, il le fait. Et là, il va remplir son contrat, donc tuer la cible, et en même temps, il a cette délicatesse, en partant, de ne pas claquer la porte de l'appartement dans lequel se trouve la personne morte, de façon à ce que les pompiers n'aient pas besoin de la casser, qu'ils puissent entrer directement et donc permettre à ce qu'on la découvre le plus vite possible, puisqu'il donne un coup de fil pour dire qu'il y a une personne morte dans tel appartement à tel endroit, de façon à ce que elle soit préservée de la destruction de la mort le mieux possible et le plus tôt possible, quoi. Donc il y a ce petit côté, j'allais dire fleur bleue, allez, on va aller jusqu'au bout, mais qui est, j'allais dire, cette mort est une œuvre d'art et il ne faut pas que l'œuvre se dégrade. Voilà. Diego Arrabal, je vous propose de faire une petite lecture pour donner la dimension littéraire, par exemple. Avec plaisir. La mort est impénétrable au vivant, radicalement murée dans l'impossibilité d'être imaginée vraiment. La mort de mes cibles est tangible. Ma mort est abstraite, inaccessible. Lorsque j'y pense, elle est un film dont je suis le spectateur. J'y participe de l'extérieur parmi les autres témoins. Le dernier contrat, dont je suis à la fois le mandataire et la cible, il me faut le polir comme un joyau. Ce sera mon dernier, il se doit être mon chef-d'œuvre, point culminant et final de ma carrière. Disparaître comme j'ai vécu, invisible. Je me dois d'être le magicien qui escamote l'homme que j'ai été. Quel beau tour de magie. Belle page. Oui, oui, oui. Ben oui, c'est vraiment, je veux dire, entendu de l'extérieur, c'est assez étrange parce que j'ai tout d'un coup, je veux dire, ça correspond pas dans ma tête à mon écriture. C'est tout d'un coup, je reçois mon écriture de l'extérieur, donc ça fait vraiment assez étrange. Et, euh, et effectivement, dans cette page, euh, ben, il montre le fait que la mort est indicible. Je veux dire que c'est peut-être la seule et unique expérience qui est à la fois un, un sommet, une acmé, et en même temps totalement impossible à penser en tant qu'expérience. Il n'y a pas d'expérience, voilà. Il n'y a pas d'expérience. C'est une expérience qui n'est pas une expérience. Voilà. Parce qu'on ne peut pas revenir dessus. Donc, autrement dit, vous avez été happé par le littéraire aussi, hein, dans votre écriture. Oui, oui, parce que moi, il me semble que c'est important je veux dire, on peut raconter des histoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires de personnages. C'est-à-dire de rentrer dans les questions que peuvent se poser les personnages. Or, un tueur, me semble-t-il, surtout à ce niveau-là, est quelqu'un qui ne peut pas ne pas se poser la question de la mort à un moment ou à un autre, puisque c'est sa compagne. Voilà. Il la donne,
C'est quelqu'un qui, la mort l'accompagne à lui, et il ne peut pas rester indifférent à ça. Il peut pas se faire comme si ça n'existait pas. Et là où il est amené à s'interroger sur ce qui est cette compagne depuis plus de 20 ans, c'est le fait qu'il va s'y confronter. Et que donc, il peut pas rester neutre par rapport à cette idée. Il y a un moment donné, dans le livre où, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il est dans une surveillance. Il surveille une cible. Il va s'installer sur un lit Oui. parce qu'il a besoin de se reposer. Il ferme les yeux et il essaye d'imaginer qu'il est mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Et tout d'un coup, il se dit, mais c'est pas possible, parce que quoi que je fasse, je vais ressentir mon dos sur le matelas, je vais ressentir même si j'ai qui vient à travers les persiennes, j'entends des bruits, même s'il n'y a que très peu de bruit dans l'immeuble où je suis, j'entends quand même des bruits, etc. C'est-à-dire que à un moment donné, il pense l'impensable de la disparition. Et ça m'intéressait comme moment d'écriture, parce que je pense que c'est un moment qui est fugace pour chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, tout d'un coup on y pense, et j'avais envie de le creuser. C'est-à-dire qu'à la fois il y a quelque chose de jouissif dans l'écriture de ce roman et quelque chose, je dirais, de grave Voilà. aussi dans les conséquences de l'écriture. C'est-à-dire que écrire ce roman-là, c'est aussi se poser des questions qui sont graves. Voilà. Alors justement, c'est une opinion très, très personnelle. Je pense qu'un bon roman, c'est celui qui en dit plus, qu'il n'a eu l'intention de dire, heu et je pense à tous ces êtres dans le monde, heu, qui n'ont pas de vraie personnalité, qui n'ont pas un travail, qui est basé sur, une émancipation de cette, personnalité, et qui ne compte pas beaucoup. Heu, je pense à tous ces gens. Est-ce que c'est, une intention chez vous ou alors c'est ma lecture à moi? Alors c'est-à-dire, moi je pense que malgré tout, il y a beaucoup de gens qui sont effacés. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était de creuser, de creuser ce qui est fondamental dans quelque chose qui peut sembler être complètement anecdotique. Monsieur René, c'est quelqu'un que croisé dans la rue, personne ne remarque. C'est un homme qui n'existe pas dans le sens où je vais le croiser, comme il le dit à un moment donné. Les gens qui me croisent au marché quand je fais mon marché n'imaginent pas qui je suis. Ils me disent bonjour, monsieur René, mais sans plus, quoi. Monsieur René, il est transparent, Justement, comme des millions de gens dans le monde. Et en même temps qu'il y a cette transparence, j'allais dire externe, il y a quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement profond chez lui, indépendamment des souvenirs de son travail. Il y a quelque chose, à mon avis, chez Monsieur René qui est extrêmement profond et où la question c'est n'a-t-il pas fait de mauvais choix à un moment donné et n'aurait-il pas pu apporter quelque chose de plus positif plutôt que d'éliminer des gens, peut-être d'apporter quelque chose en fonction de ce qu'il a au fond de lui. mais il ne fait Avec une pas. question, oui, pardon, avec une question fondamentale, c'est est-ce que cette réflexion et cette profondeur qu'il a, cette sorte de philosophie de la vie qu'il a, aurait-il pu l'avoir s'il n'avait pas fait ce qu'il fait? C'est ça, moi, c'est une question d'ambiguïté là-dessus. Voilà, parce qu'il n'a pas trop conscience des autres et pour reprendre le thème du livre, il s'efface donc il ne fait pas de rencontres.
Non. Et ces rencontres seraient dangereuses. Bah, c'est-à-dire que les seules rencontres qu'il fait, ce sont celles de ses proies, de ses cibles. C'est le seul moment où il y rencontre. Euh, il n'y a pas rencontre avec les autres dans le sens où, vis-à-vis des autres, il n'est qu'un personnage vide, dans le sens où c'est pas lui, quoi. C'est son visage, il a une identité, etc. C'est cette identité qu'il propose aux autres. Mais cette identité-là, elle n'existe pas vraiment. C'est une légende, c'est un leurre. Oui, mais c'est son Donc, drame. il peut pas y avoir de rencontre en temps Voilà. normal. Il ne peut y avoir de rencontre que dans cette phase euh, cruciale, au sens de l'expérience cruciale, de l'expérience cruciale qu'est la rencontre avec la mort. Et donc là, il rencontre quelqu'un d'autre, mais la rencontre, elle n'est pas bilatérale. Voilà. C'est-à-dire que lui, dans tout le travail qu'il va mettre en œuvre pour rencontrer sa cible, il fait un vrai travail de rencontre, mais qui est unilatéral dans le sens où la cible ignore. Et donc, il y a une rencontre ratée, en fait. Voilà. Et c'est là qu'il rate sa vie, peut-être aussi. Hein. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être là qu'il rate sa vie. Alors, je voudrais pas terminer sans que vous disiez quelques mots sur le dernier, le principe des 3 singes, parce que vous abordez là aussi un problème actuel. Oui, tout à fait. Alors, je vais en dire deux mots. Alors, là, on est dans un roman policier au sens que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un roman d'enquête. Et vous retrouvez le commissaire Ney. Et on retrouve là, les lecteurs retrouvent le commissaire Ney, donc qui est le personnage récurrent de mes romans d'enquête. Le commissaire qu'on voit dans N'y voyez rien de personnel, lui, est un personnage ponctuel qui est là pour les besoins de la cause et qui n'a pas je dirais qu'il reviendra pas, que je ne ferai pas revenir dans d'autres aventures. C'est un personnage pour une aventure bien particulière. En revanche, le commissaire Ney est un personnage récurrent. C'est votre Maigret. Hein. C'est mon Maigret, voilà. Oui, ça, d'avoir le talent de Simenon, même si j'adore les Simenon et si j'aime bien cette concision et cette écriture, j'allais dire, d'une simplicité tellement forte qu'elle est quotidienne. On rentre dans le quotidien des gens à partir de quelque chose qui est très simple, et c'est en cela que pour moi, Simenon est un très 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 grand écrivain. D'autant plus qu'on le réduit souvent au Maigret et qu'il a écrit, je veux dire, les Maigrets, je crois qu'il en a écrit 200, et il a dû écrire en tout 400 ou 500 romans et nouvelles, donc ce qui fait que les Maigrets ne sont qu'une petite partie de tout ce qu'il a écrit. Alors, pour en revenir à le principe des 3 singes, l'idée centrale, c'est de parler du harcèlement. C'est un roman qui se déroule en milieu scolaire. C'est-à-dire là, Sévernet va mener une enquête sur, au départ, une enquête de police, je dirais tout à fait classique et systématique. C'est l'enquête suite à une mort violente d'une adolescente qui visiblement qu'il est amené à mener l'enquête pour déterminer s'il s'agit bien d'un suicide ou pas. C'est des enquêtes de routine. Généralement, elles sont pas faites par la brigade criminelle. Elles sont faites directement par les brigades d'intervention quand ils relèvent quand ils arrivent suite à une mort violente. Ils prennent un certain nombre de dépositions et puis à partir de là, ils décident si c'est ou pas. Bon, moi, je l'ai un peu développé parce qu'il y a plein de points d'interrogation dont je parlerai pas, mais qui font que, j'allais dire, Ney est confronté à ça. Et puis, moi, ce qui m'intéressait, c'était non pas de parler du harcèlement à l'école, parce que ça, il y a pas mal de bouquins, et notamment ces derniers temps, qui sont sortis pour parler du harcèlement à l'école, et notamment pas mal de livres qui ne sont pas des romans, mais qui sont des témoignages
d'enfants, d'anciens enfants devenus adultes, qui racontent la violence de ce harcèlement et du harcèlement par d'autres élèves. Or, quand on regarde la violence à l'école, alors il y avait une époque où il y avait un suivi par le ministère. Aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il en est parce que je ne suis plus du tout dans le circuit, mais jusque dans les années 2007-2010, il y avait un suivi des actes de violence à l'école qui s'appelait SIGNA, qui était un système de signalisation et de recueil des actes de violence. Et à l'intérieur de ce recueil des actes de violence, il y avait le recueil, il montrait ce recueil des actes de violence que parmi les actes de violence, 80% étaient, ou plus de 80% étaient commis par des élèves contre des élèves ou des adultes, mais qui étaient commis par des élèves, et qu'il y avait à peu près 20% de ces actes, dont une partie étaient des actes de violence, notamment du harcèlement, mais pas que du harcèlement, mais des actes de violence, dont du harcèlement, entre adultes, et des actes de violence d'adultes à enfants, et d'adultes de la communauté éducative, pas d'adultes extérieurs. Il y avait des adultes extérieurs, mais aussi de la communauté éducative. Or ça, lorsque on entend parler de violence à l'école, c'est un aspect qui est totalement occulté. C'est-à-dire qu'on va parler de la violence à l'école, le racket, etc., le harcèlement entre élèves et tout, mais on va pudiquement taire tout ce qui est une violence indue venant de la structure adulte, de la structure éducative qui, au lieu d'éduquer, violente au prétexte d'éduquer. Et c'était ça qui, moi, m'intéressait, parce qu'il y a eu plusieurs cas dont j'ai eu connaissance dans plusieurs académies. Hein, donc c'est pas... Et donc j'ai choisi de travailler cet aspect-là, donc de travailler cette question du harcèlement à l'école du côté des adultes vis-à-vis d'une adolescente qui est prise en grippe par des adultes de l'établissement et cette adolescente meurt, mais qui va avoir d'autres conséquences. Sa mort va avoir d'autres conséquences parce que sa mort n'est pas simplement liée, j'allais dire, au harcèlement, elle est aussi liée à d'autres éléments de harcèlement vis-à-vis d'autres élèves et qui va donc conduire à d'autres drames dans l'établissement. Et rejoignez un peu dans votre démarche d'écriture Brecht qui disait on parle souvent de la violence des torrents, mais on ne parle jamais de la violence des rives qui l'enserrent. Hein. Tout à fait. Et donc je souligne votre sensibilité à tous les problèmes de société et la littérature est là pour nous éclairer aussi. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Diego Merci à vous Arrabal, de m'avoir sollicité. et à d'autres rencontres. Hein. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.